Bonjour, bienvenue dans cette présentation dédiée aujourd'hui au développement et à l'utilisation d'un client Modbus TCP développé en Visual Studio. Alors, cette présentation est quelque part une suite logique de trois chapitres que j'avais fait il y a un peu moins de 2 ans, que j'avais consacré à une communication entre deux LMC. Il y a longtemps que je voulais faire cette présentation et une demande récente d'une collègue m'a convaincu de la préparer et de la rendre disponible. Alors pourquoi développer un client Modbus TCP dans un outil, on va dire, dédié à notre besoin? La première raison, et là je fais appel à mes souvenirs d'informatique industrielle, de développement, quand on doit développer une communication entre deux équipements, quand l'un des deux équipements n'est pas une boîte noire que l'on peut trouver dans le commerce avec une documentation très claire, eh bien souvent il est facile de passer par un outil intermédiaire, entre guillemets un outil de référence. C'est-à-dire que chacun des deux équipements va quelque part s'étalonner sur cet équipement de référence. Et le développer en Visual Studio, eh bien c'est assez facile, on peut mettre des points d'arrêt, on peut... voilà, un développement d'un outillage sur PC, c'est quelque chose d'assez simple, d'assez puissant, par rapport à des équipements parfois moins ouverts, moins ergonomiques. C'est également quelque chose qui facilite grandement l'intégration lorsque ce n'est pas la même personne qui développe les deux côtés, c'est-à-dire le client et le serveur. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises et je peux vous assurer qu'un outil tiers, finalement, c'est un petit peu un juge de paix, c'est un arbitre lorsqu'on se pose des questions. Tiens, le bit, il était à tel endroit, je l'attendais à tel endroit, etc. etc. Donc c'est très facile d'arbitrer à l'aide d'un outil comme ceci. Le corollaire du point précédent, c'est que bien évidemment, cet outil permet de valider le mapping. Et le mapping d'une communication est vraiment la première chose à faire lorsque l'on doit construire, établir une communication entre deux équipements. À nouveau, lorsqu'on utilise un équipement du commerce déjà disponible, ce mapping, il est dans la documentation, donc on n'a pas besoin de le créer. Mais par exemple, quand on doit mettre en place une communication entre deux automates que l'on développe soi-même ou avec un collègue, un client, voilà, le mapping doit être validé en premier lieu afin d'éviter toute confusion. Dans l'exemple que je vous présente, je vais utiliser un serveur Modbus TCP sur un LMC Echo, sur un LMC Pro, et c'est un projet qui dérive du même projet que je vous avais présenté précédemment en LMC Echo. J'ai juste fait une conversion de contrôleur. Le client, eh bien, il est développé en Visual Studio version 2010, c'est un fichier .exe. Pourquoi Visual Studio 2010 ? Parce que, premièrement, parce que je dispose de cet atelier et que c'était une époque où un atelier de programmation tenait encore sur un CD, voire un DVD. Aujourd'hui, les ateliers sont beaucoup plus complets, beaucoup plus gros et nécessitent beaucoup plus de place, que ce soit en téléchargement ou en installation, par exemple, dans une machine virtuelle. Donc voilà, c'est un atelier qui est compact. Donc plus pratique pour moi. Bien évidemment, le fichier projet peut être converti dans des versions plus récentes, Visual Studio 2019, Visual Studio 2022, bien évidemment, ça sera à votre convenance. Nous allons, dans cet exemple, mettre en œuvre une librairie qui s'appelle Easy Modbus DLL. Vous pourrez trouver beaucoup de détails, d'explications, vous pourrez trouver les interfaces, les API sur Internet. C'est une librairie qui est assez répandue, qui est gratuite. Voilà. Donc je ne rentre pas dans les détails de cette librairie. Pour ma part, je vais utiliser deux fonctions de cette librairie que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez faire des recherches sur Internet, vous trouverez tous les éléments
que vous souhaitez. L'objectif de cette présentation et de cet outil, c'est de finalement vous proposer ce qu'on peut appeler un template, c'est-à-dire une structure qui fonctionne, que vous pourrez reproduire dans votre cas. Donc vous prendrez exactement les outils que je vous présente et vous serez à mesure de reproduire parfaitement, exactement ce que je vais vous montrer. Donc c'est toujours plus facile pour décliner quelque chose, pour adapter quelque chose, de partir de quelque chose qui fonctionne déjà. La première partie, le premier chapitre après cette introduction, eh bien, nous allons voir comment les choses fonctionnent. Donc nous allons utiliser ce client Modbus TCP, le fichier .exe, l'ADLL ainsi qu'un fichier dans lequel nous avons l'adresse IP. Je reviendrai un petit peu plus tard. Nous allons ensuite regarder comment les choses sont faites dans le LMC, la partie serveur Modbus TCP. Comme je vous le disais, je suis parti du précédent fichier qui était pour LMC Echo. Je l'ai simplement converti en LMC Pro. Ensuite, nous irons voir sommairement le programme du client Modbus TCP, donc développé en Visual Studio. Je vous donnerai les grandes lignes et comment rentrer dans ce projet, comment le modifier, comment l'adapter à vos besoins. Bien évidemment, cette présentation suppose que vous connaissez quelques bases de la programmation en C#, .NET, que vous connaissez l'atelier Visual Studio. Je ne peux pas ici, et je n'ai pas la prétention de vous apprendre comment faire une application en C# .NET. Là, il nous faudrait quelques dizaines d'heures de présentation. Et donc, ce programme est quelque chose de minimal que vous pourrez adapter à un besoin particulier. Pour faire cette présentation, je suis parti d'un cas concret où j'avais beaucoup de fonctions, beaucoup de possibilités. Je l'ai dégradé pour arriver à quelque chose de vraiment minimaliste et qui soit adapté à une présentation et plus tard pour vous à une déclinaison sur un besoin réel. Ceci pour dire que c'est un client Modbus TCP que j'ai utilisé. Voilà, je l'ai utilisé sur deux machines où on avait un M580 qui fonctionnait en client Modbus TCP et le LMC était en serveur Modbus TCP pour piloter sur une application un robot, sur une autre 3 robots. Et l'idée, comme moi je ne développais que la partie LMC, eh bien j'ai mis au point tout le serveur Modbus TCP qui pilotait les robots à partir d'un outillage comme ça. Donc ce client Modbus TCP en fait simulait le M580 qui était développé par une autre personne sur un autre site. À l'issue de cette présentation, vous aurez à votre disposition deux fichiers zip. Le premier, le client Modbus TCP PC, c'est le projet programme en Visual Studio 2010. Encore une fois, vous pourrez le convertir. Le deuxième zip contient l'exécutable que génère le projet Visual Studio, plus la DLL, plus le fichier texte de définissant l'adresse IP, ainsi que le programme du LMC Pro en Machine Expert version 2.0. Alors, nous allons tout de suite commencer par l'exécution, la démonstration. Donc, je charge ce programme. Si vous vous souvenez des précédentes présentations Modbus TCP, vous le reconnaîtrez. Et je vais me connecter au LMC. Voilà, alors j'ai de la chance, je n'ai pas d'effet démonstration. Je suis en stop, effectivement, je viens juste de démarrer le contrôleur, il n'était pas en run, donc je le démarre. Alors, par rapport à ce que je vous avais montré précédemment avec le function block de serveur, j'ai uniquement rajouté un tout petit peu de code pour permettre de, quelque part, renvoyer des données au client, des données qui sont en fait des images représentatives des données qu'envoie le client, ceci pour permettre de valider que la communication fonctionne bien. Et à partir de ceci, nous allons lancer
l'exécutable. Alors ça c'est le projet, l'exécutable il est là, voilà. Donc dans ma gestion de configuration, il s'appelait l'indice 0020. Vous voyez, il y a, et ça c'est ce que vous aurez dans le zip dont je vous ai parlé tout à l'heure, la DLL Easy Modbus qui doit obligatoirement être dans le même répertoire que l'exécutable, ainsi qu'un fichier adresse IP.txt. C'est tout simplement l'adresse IP de notre serveur Modbus TCP. Ce fichier exécutable vient lire ce fichier texte pour configurer son adresse IP. Voilà, c'est une façon simple que j'avais trouvé de le faire, puisque parfois, quand on passe d'une machine à l'autre, l'adresse IP change. Je ne voulais pas... je voulais une solution facile pour modifier mon adresse IP et ne pas avoir à l'écrire à chaque connexion. Donc, je lance l'exécutable. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Il vient lire ce fichier texte, il le trouve, il propose de valider. Éventuellement, on peut modifier l'adresse IP, mais voilà, en gros, on valide qu'elle est correcte. Cet outil liste également toutes les adresses IP que votre PC reconnaît. Donc typiquement, là, je suis en 192.168. J'en ai plusieurs. Non, 192.168.0. Donc je vais travailler avec celle-là. Voilà, la 0100. 192.168.0100, celle-ci. Voilà. Donc je valide, et là, j'arrive sur l'interface, sur l'IHM principal de cet outil. Donc, la première chose à faire est de cliquer sur Connexion. Et là, il se passe des choses. Comme dans toute communication, il faut un mot de vie, il faut quelque chose qui nous indique que le programme tourne. Donc, tout simplement, j'envoie un compteur ici que j'incrémente à chaque émission, et le LMC me renvoie la valeur double. Première fonction, si là j'ai une communication périodique à 10 millisecondes. Si je ralentis ma communication, par exemple à 1 seconde, je vois bien mon compteur s'incrémenter plus lentement. Encore une fois, il s'incrémente à chaque émission. Et je vois bien le retour du serveur qui fait x2. Donc, c'est une communication où, alors comme je vous disais, important de commencer par le mapping. Donc, il va y avoir 16 mots envoyés par le client. J'ai décidé qu'ils étaient des adresses 40 000 à 40 015. C'est ce que j'appelle la trame TX. J'envoie 16 mots. Et en retour, je vais aller lire 16 mots des adresses 40 016 à 40 031. Oui, c'est bien du décimal, alors que là, j'ai une représentation en hexa. Ok. Donc, je vais d'abord écrire 16 mots, puis lire 16 mots. Ces deux zones sont contiguës, il n'y a pas d'espace entre les deux. On utilise 40 000 pour ce que l'on appelle les Read-Write Holding Register. Alors, cette histoire de 40 000 est historique, ça remonte à l'époque où on faisait du Modbus série. Voilà, on avait pris comme habitude d'appeler cette zone la zone des 40 000. Aujourd'hui, nous le verrons des deux côtés, qu'on soit côté LMC ou côté client Modbus TCP, ce sont des adresses qui commencent à 0, bien évidemment. Une remarque là-dessus, Read-Write Holding Register, je vous recommande fortement de n'utiliser que cette fonction-là. Les read coil, write digital output, tout ça, ça avait un sens à l'époque des liaisons série à 19 200 baux. Aujourd'hui, on est sur de l'Ethernet à 100 mégabits. On ne s'embête pas à aller optimiser au niveau du bit. On fait directement des échanges. Alors dans ce cas, j'ai pris 16 mots dans chaque direction. On peut aller à 32, 64, 96, voilà, jusqu'aux limites des trames Modbus TCP, que j'ai oublié, mais de mémoire, qui est voisine de 120 ou dans ces eaux-là. 120 mots bidirectionnels, on fait déjà pas mal de choses. Donc, cet outillage ne traite que des Read-Write Holding Register, donc read du client PC vers le LMC, write en premier, puis du read. On verra ça un petit peu plus tard.
Donc je remets une communication un peu plus rapide pour voir les choses bouger. En parallèle de ces compteurs, donc on voit tout de suite, hein, ces compteurs sont ici, sur le mot 7 en lecture et en écriture et en relecture. De même, j'ai voulu que le LMC envoie un compteur de secondes sur le mot 8 et un compteur de millisecondes sur le mot 9. C'est de l'hexadécimal, voilà. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas lire tout de suite l'hexadécimal, je ne sais pas moi-même le lire à la volée simplement. Voilà, donc on a déjà vu deux choses. Un autre point intéressant, je vous ai montré donc la fréquence des échanges, on peut faire en sorte de ne faire qu'écouter. Par exemple, dans certaines communications, on peut vouloir ne pas perturber, mais juste écouter, espionner ce qui se passe. Et bien typiquement là, je vois mon compteur qui s'incrémente, mais il n'est pas envoyé, donc la valeur relue ne change pas. Elle reste à la dernière valeur reçue. Par contre, le compteur des secondes et millisecondes qui est géré par le LMC, lui, il continue. Vous voyez, mes compteurs free running là, pour les millisecondes et les secondes, donc là j'ai 415, 416, etc. Et bien c'est ce compteur que je retrouve là. Voilà, 1 à 6, ça fait à peu près 423, c'est ça. Voilà, donc cette fonction, donc soit de d'écrire puis lire, soit seulement de lire. Voilà. On va rentrer maintenant dans les commandes qui vont nous intéresser. Donc, une parenthèse concernant le mapping. J'ai mis un fichier texte ici. Bon, c'est juste un fichier texte de commentaire où je vous écris. Donc, dans le mot 0, bit 0, je vais avoir autorisation mouvement. Eh bien, on va le retrouver ici. Mot 0, bit 0. Autorisation mouvement. Et que fait le LMC pour les premiers 8 mots? Il renvoie la valeur x2. Donc on retrouve bien le x2 du compteur, et le x2 du bit 0 à 1, c'est le bit 1 à 1. Si je mets le bit 2, je vais encore avoir le double, le bit 3, le bit 4, etc. Et pour m'assurer que je relis bien ça, les bits que je reçois, je les envoie ici. Donc là, on a la zone du client vers le serveur, et ici la zone du serveur vers le client. D'ailleurs, vous voyez, quand je change la couleur, l'info de retour. Si je passe en écoute seulement, cette fois, puisque je n'envoie plus mes données, ça ne change plus. Si je me remets en écriture, voilà, je peux ralentir la communication, je vais avoir un petit temps de latence dans le retour des informations. Voilà, il peut être utile de pouvoir faire varier la vitesse. En tout cas, moi, c'est un besoin que j'ai eu. Voilà. Donc, on va trouver ceci. Sur les bits 8 et 9 qui vont revenir en bits 9 et 10, on va retrouver des commandes top séquence. Voilà, top séquence, stop séquence. Voilà, c'est des restes de pilotage d'un robot, hein, comme je vous disais. On va retrouver ensuite le diagkit sur le bit 11. Voilà. Et en retour, je prends une info, alors c'est un cas particulier. C'est un cas particulier où l'info de retour, je vais l'associer dans la zone du client vers le serveur. Si je ne fais qu'écouter, quand je clique là, je n'ai pas le retour, donc je ne passe pas mon bouton en rouge. Si je me remets, j'ai ça. Voilà. Ensuite, sur le mot 1, bit 0 et 1, je vais retrouver mes commandes de jog. Ici, sur le mot 1, ça revient en 2. Quand je mets le 2, ça me revient en 4. Voilà, donc j'ai bien une recopie x2. Ensuite, je vais trouver sur le mot 2 les modes de marche. Donc, mode de marche, par défaut, j'ai 0. Je peux choisir 1, ça revient en 2. Je peux choisir 2, ça revient en 4. Je peux choisir 3, ça revient en 6, etc., etc. Voilà, vous commencez à comprendre le principe. Ensuite, eh bien, j'affiche dans le mot 3 un pourcentage de vitesse, voilà, qui va de 0 à 100, 64 en hexa, il revient double, C8, etc., etc. Voilà, vous commencez à voir comment ça fonctionne.
Ensuite, j'ai une sélection d'axes jog, donc soit X, Y. Alors ça, je vais le retrouver dans le mot 4 qui est ici. Donc, si je mets X, j'ai 1, ça revient en 2. Si je mets Y, c'est 2, ça revient en 4, etc., etc. Voilà, c'était pour un robot SCARA, donc 4 axes sur le robot. Ensuite, j'ai des paramètres distance d'approche prise verticale. Voilà, tout simplement, c'est ici. Donc sur le mot 5, je peux le passer en négatif, complément à 2 en hexa. L'autre fonctionne de la même manière. Voilà, je peux également le mettre en négatif, complément à 2. Ensuite, je vais trouver le compteur de trame, nous avons déjà vu. Je vais trouver en retour, donc, pardon, en émission, les 8 mots suivants, je n'en vois rien, je n'utilise pas. Et en retour, donc, on retrouve bien les champs de bits multipliés par 2. En retour, ce qu'on a vu, on trouve ça multiplié par 2. Ensuite, comme je vous l'ai dit, les compteurs de secondes et millisecondes, 2 mots non utilisés. Et enfin, les positions X, Y, Z, RZ du robot. Donc, je vais vous montrer un jog par exemple pour voir ce que c'est. Alors on imagine, hein, j'autorise un mouvement, je mets la puissance, je choisis l'axe X, je vais me mettre en vitesse à 10%, voilà, je fais un jog plus, mon robot se met à bouger. Voilà, il va faire 1 mm par seconde par exemple. Si je mets à 100% de vitesse, il va faire 10 mm par seconde. Voilà, jog plus, jog moins, je peux changer d'axe. Voilà, je peux passer vraiment en très très basse vitesse. Voilà. Cas particulier, je fais en plus une division par 2 pour la rotation Z. Donc pour pouvoir vraiment aller très 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 doucement. Voilà. Donc ça c'était pour vous montrer comment ça fonctionne. On a fait le tour, donc les commandes client vers serveur, les retours de données du serveur, la visualisation du mapping des données. Quelque part, c'est un mapping comme on aurait un mapping mémoire. Les commandes pour se connecter, déconnecter. L'écoute seule, la période. Voilà, ici j'ai un indice de version. J'ai un compteur de réentrance parce que il m'était arrivé des cas voilà, où ça plantait. Donc pour éviter la réentrance, j'ai mis un mécanisme et j'ai mis quelque chose pour tracer ce que ça donne. Donc par rapport à ceci, voilà, je vous ai montré l'exécution, la DLL, le fichier texte pour l'adresse IP, et nous avons vu également le mapping. Un retour sur le programme du LMC, donc comme je vous l'ai dit déjà, bon, il est assez court, hein, il n'y a pas grand chose dedans. Donc ça, c'est uniquement le mapping, vous pourrez vous en inspirer. Le programme par rapport à la présentation que j'avais faite sur une liaison client-serveur Modbus TCP, on a le function block. On a une zone d'échange que l'on définit 16 mots. Alors j'ai mis write, c'est 16 mots du client vers le serveur, 16 mots du serveur vers le client, que j'ai appelé read. La taille totale des échanges, c'est la somme des deux, et j'ai bien une zone de holding register de la taille des deux zones. Voilà, ça c'est important de mettre à jour. Vous aurez rarement exactement 16 et 16, hein. C'est quelque chose qui se customise. Ici, l'adresse IP de mon serveur, donc du LMC. Le serveur fonctionne de manière autonome, je ne reviens pas là-dessus, l'ouverture des ports de la firewall, etc. Ensuite, je fais pour les 8 premiers mots la recopie directe avec l'offset des reads, c'est-à-dire plus 16, des valeurs reçues dans la zone des write avec x2. D'accord ? Ensuite, je vais lire mes infos jog plus, jog moins, qui sont des bits. Je vais lire l'information de pourcentage de vitesse, donc qui arrive en uint, que je convertis en Lreal, et comme c'est un pourcentage, je le divise par 100.
voyez là, hein, on retrouve les notions de mapping. Hein. C'est à l'offset 3, donc c'est le mot 3, en commençant au mot 0. Ma vitesse par défaut, c'est 1000 mm par seconde ou 100 degrés par seconde. Je multiplie la vitesse par le pourcentage reçu du Modbus TCP. Et comme ici, j'ai une tâche périodique à 10 millisecondes, voilà, 10 millisecondes, mon incrément, eh bien, c'est la vitesse multipliée par 0,01 seconde. Ensuite, en fonction de la sélection de l'axe, en fonction du jog plus ou jog moins, je mets à jour position X, position Y, position Z, et Z, position RZ avec une division par 10. Voilà. Et puis, je vais mettre à jour dans les registres de retour, donc les mots 12 à 15, encore une fois, comme décrit dans notre mapping, les mots 12 à 15 de la zone serveur vers client. Pardon, c'est ici, les mots 12 à 15, oui. Donc je vais écrire ces données en faisant une conversion de uint vers lréel. Alors je vous fais grâce des nombres négatifs. L'objectif n'est pas de montrer toutes les complexités, les conversions dans cette présentation. Voilà, je vous montre quelque chose qui est toujours dans les nombres positifs. On s'est adapté vers le négatif. Encore une fois, il y a des compléments à 2 à faire, mais aucune difficulté. Je veux juste ne pas encombrer ici. Et puis, donc, nos deux compteurs, un compteur de millisecondes, comme on appelle cette tâche à 10 milli, on incrémente de 10 à chaque appel. Quand c'est supérieur ou égal à 1000, on remet à 0, on incrémente le compteur des secondes, on met à jour les données dans la zone serveur vers client à l'offset 8 et 9. Voilà. Pas de difficulté là-dessus, encore une fois, c'est quelque chose duquel vous pouvez repartir et adapter à votre besoin. La troisième partie à présent, nous allons aller voir le programme en Visual Studio. Donc, je vais utiliser ici une machine virtuelle. Je vais lancer le fichier projet de Visual Studio 2010. Si vous le lancez avec une version plus récente, il vous proposera une conversion du format de fichier. Aucune difficulté, ça fonctionne, je l'ai déjà testé. Alors, ce programme, il est relativement simple. On a ici, c'est une application de type Dialogbox. Donc, on a une boîte de dialogue de haut niveau qui est composée de user control, un premier ici, qui est du type client vers serveur, un deuxième user control qui est de type, alors si on agrandit un petit peu ici, qui est de type serveur, je vais agrandir, voilà, il est de type HMI serveur to client, on le trouve là, le premier est de type client to serveur, on le trouve là, et des parties qui concernent les deux, donc qui sont remontées au niveau de cette dialog box. Cette dialog box a également un timer, par défaut à 10 millisecondes. Ce timer, c'est la callback de ce timer ici, qui va déclencher l'émission, la réception. Donc, chacun de ces deux user control, ils sont ici, client to serveur et serveur to client. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne rentre pas dans le détail de la façon de programmer ces IHM. Si vraiment vous pensez que c'est nécessaire, je ferai vraiment une vulgarisation, mais il y aurait entre guillemets trop à dire sur le sujet, ça serait trop long. Alors, ces deux IHM, on peut aller voir le code, donc un clic droit, View Code. On va trouver ici, eh bien, chacun des user control s'appuie sur, on va simplifier, alors c'est une classe, mais on va dire une structure de données, une pour chaque sens, client to serveur, serveur to client. Dans ces objets, dans ces classes ou dans ces structures de données, que va-t-on retrouver? On va retrouver un mapping, une zone mémoire de 16 mots, les mots que l'on va envoyer.
on va retrouver nos données individuelles applicatives, avec par exemple les booléens d'autorisation, les booléens de jog, etc. Et puis, on va trouver une fonction d'encodage, c'est-à-dire à partir de chacun des booléens ou des mots ou des valeurs, on va aller mettre dans notre table d'émission les différentes valeurs et booléens dont on a besoin. Enfin, on va créer une string de mapping, c'est celle que l'on affiche ici dans les deux zones. Si vous vous souvenez, on affiche des zones d'hexadécimales, eh bien c'est créé ici une fois qu'on a fait l'encodage, une fois que ce tableau de uint a été complété dans la fonction d'encodage. On va trouver la même chose dans la structure de données. Alors, c'est un peu plus qu'une structure puisqu'on a du code, hein, c'est une classe, c'est instancié dans un objet. On va retrouver les données, la zone de buffer, en Rx taille 16 mots. On va retrouver, alors la fonction de décodage ici n'a qu'un seul intérêt, d'aller préparer, tout comme pour l'émission, une string pour afficher un mapping. Voilà, c'est la façon en C# de faire des mises en forme pour avoir de l'hexadécimal. Ensuite, dans chacun de ces user control, donc si on va voir le code, on a, donc là je vous avais montré la structure d'échange, on va retrouver le constructeur, on va retrouver ici une fonction qui va être appelée à chaque fois que l'on clique sur un bouton, que l'on fait une action pour mettre à jour tout simplement du texte, hein, ça c'est que du cosmétique, puis on va appeler une fonction d'encodage pour préparer les données à émettre. C'est la même que je vous ai montré juste avant. Ensuite, on va trouver toutes les méthodes de réaction à l'IHM. Donc, quand on appuie sur un bouton radio, quand on appuie sur une checkbox, quand on modifie un texte, quand on modifie un trackbar, quand on clique sur un bouton, etc. etc. Donc, c'est toujours le même principe. Quand on a une réaction à faire suite à l'appui d'un contrôle, eh bien, on va positionner des valeurs, on va positionner des bits, on va faire des conversions, et on va appeler notre fonction create code séquence qui va préparer les données pour l'émission. Ici, cas particulier, c'est pour afficher le bouton en rouge ou en vert si on a une exception. Je vous disais tout à l'heure, hein, on a un bit qui est émis par le serveur, mais que l'on affiche dans la zone client ou serveur. Voilà, c'est une petite exception, rien de bien grave. On va retrouver la même chose dans serveur to client. Donc là, on ne va pas encoder des données, mais on va tout simplement, en fonction de ce que l'on reçoit, en fonction de ce que l'on reçoit dans la table de mots, on va aller lire chacun des bits et positionner nos bits applicatifs et, le cas échéant, positionner des couleurs sur les boutons. On va également afficher les valeurs x, y, z, r, z au travers d'une fonction ici getString. Bon, il y a un petit peu de mise en forme pour donner l'illusion que l'on affiche un réel avec deux chiffres après la virgule. Rien de très compliqué. Retenez surtout cette architecture, la dialog box de haut niveau, qui s'appuie sur deux user control, un pour chaque sens, des parties génériques ici. Chacun des user control pour chaque sens s'appuie sur une classe pour des données et méthode d'encodage. On va retrouver enfin, ici dans le view code, on va retrouver donc le constructeur qui renvoie vers de l'initialisation. Donc là, on va retrouver l'indication de version. On va retrouver ici de la cosmétique. On va retrouver l'appel pour sélectionner l'adresse IP. Donc ça, c'est un objet qui est ici. C'est une dialog box modal. Voilà, qui reste bloqué. Et au retour, quand on en revient, voilà, on crée, c'est une construction dynamique de l'objet qui hérite de la librairie Easy Modbus DLL. On crée cet objet en lui donnant l'adresse IP renvoyée par la dialog box précédente sur
le port 502. Alors pour avoir accès à ça, il faut bien évidemment rajouter ici Easy Modbus. Ça c'est le comment ça s'appelle? C'est le namespace utilisé dans la DLL et on va retrouver également dans les références ici Easy Modbus. Voilà, si vous deviez repartir de zéro dans un projet Visual Studio, il faudra penser à rajouter ici la librairie Easy Modbus. Voilà, c'est une DLL, hein, donc elle est ajoutée au lancement, à l'exécution, elle n'est pas linkée en dur dans le .exe. Voilà, l'initialisation. Ensuite, on va avoir les boutons Connect et Disconnect de l'IHM. On va avoir ici la callback périodique, donc par défaut à 10 millisecondes, qui, si le client Modbus a bien été créé et que l'on n'est pas dans une phase de réentrance, voilà, c'est ça que j'ai rajouté. Et si on était en réentrance, j'incrémente le compteur. Voilà, c'est une sécurité. Donc, si on n'est pas en réentrance, si tout se passe bien, si on a des demandes de connexion, déconnexion, on les traite. Donc là, on va vraiment taper dans l'objet Modbus client qui est dans la DLL Easy Modbus, connect, disconnect. On rend les bascules RS. Hein. Ici, vous reconnaissez les façons de programmer du LMC. Et quand on n'est pas dans ces modes connexion, déconnexion, eh bien, on va gérer des émissions périodiques vers le serveur. C'est la fonction qui est juste en dessous. Donc on affiche si on est connecté ou déconnecté, c'est de la cosmétique. Si on est connecté, alors on incrémente le compteur de tram, on va l'écrire dans la zone qui va bien, dans la zone encore une fois client vers serveur. On encode les données. Alors l'encodage est fait quand on clique sur les boutons de l'IHM. J'ai préféré enfoncer le clou, le refaire juste avant d'émettre. Ensuite, une fois qu'on a fait l'encodage, on va écrire la zone du mapping, donc la partie en hexadécimal client vers serveur. On recopie les données de notre structure, donc du user control client to server, la classe des données, les données elles-mêmes. On le recopie dans un tableau data to write. Cosmétique, on affiche le compteur de tram. Et si on n'est pas en écoute seulement, on envoie, c'est-à-dire qu'on fait une écriture dans les read-write holding register à l'adresse de début de la zone TX qui est à 0, à 1. J'ouvre une parenthèse, si vous étiez en SoMachineMotion et non en Machine Expert, ici l'offset serait 0. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, on écrit à l'adresse 1 quand on fait le client vers le serveur ici. C'est ici. Une fois que l'on a fait cela, si on n'est pas en listen only, on fait l'opération dual, c'est-à-dire qu'on va lire une zone de mémoire à l'adresse de début des RX. Vous voyez, début TX, début RX. On va lire une certaine taille. Donc ces données sont définies ici, les tailles TX, RX, les adresses de début, les deux buffers utilisés par cette partie-là. Alors, c'est pas très propre et j'ai pas trouvé de façon simple, ça doit exister mais je ne l'ai pas trouvé, pour faire en sorte que ces constantes soient partagées également dans les user control. Donc, méfiez-vous. Pour ne pas perdre de temps, j'ai réécrit, alors ça doit même être dans les classes. J'ai réécrit ces tailles-là. Donc si vous devez changer le buffer TX, pensez à le modifier ici et ici. Et ici. De même, si vous devez modifier le buffer RX, pensez à le modifier là et le modifier ici. Voilà. Tout le reste après découle de ces constantes, que ce soit dans les classes, les données bas niveau, ou que ce soit, ici dans les buffers read-write, ou que ce soit encore dans l'émission et la réception. Une fois qu'on a eu, alors cette fonction est bloquante, hein, si jamais il y a un problème au niveau de la communication, ici on aura une exception. Voilà, c'est bloquant.
Une fois que les données sont revenues, on affiche le compteur de TRAM-RX. On va recopier les données reçues dans ce buffer data to read. Alors, il est là. Où est-ce que... Voilà, data to read. On va lire ces données. On refait des conversions avec des histoires de nombres positifs, négatifs. Je ne me souviens plus, mais voilà, quand je l'ai développé, c'était comme ça qu'il m'avait fallu faire. Et on va enfin recopier notre donnée convertie positive-négative dans le user control server to client, dans la classe qui contient les données dans le tableau. On les recopie. Je vous avais parlé d'une petite entorse au standard, c'est-à-dire qu'on va écrire également quelque chose dans client ou serveur. Voilà, c'est simplement pour aller afficher en rouge un bouton d'une donnée serveur vers client dans la zone client vers serveur. Rien de très compliqué. Et enfin, on va... alors, ça... On affiche le mapping. Ça, c'est quand on n'est pas connecté. Donc, quand on n'est pas connecté, on affiche que le mapping de transmission, le TX. C'est normal. Et si on est connecté, on l'affiche textbox tramex, on l'affiche là, voilà. C'est la même instruction, hein, sauf que je veux l'afficher dans les deux cas, que l'on soit connecté ou non. Une fois qu'on a fait ceci, on appelle des fonctions de décodage dans chacun des user control. Ça, c'est pour modifier ce que l'on voit sur les deux parties IHM. On affiche le mapping des données serveur vers client. Et dernier élément de l'interruption timer, on affiche le compteur de réentrance que l'on souhaite égal à 0 le plus longtemps possible. Voilà, donc c'est cette fonction, cette callback de timer périodique qui gère, encore une fois, l'émission et la réception en tenant compte des différents cas de figure, connecté ou non, et listen only ou write read. Et ensuite, une fonction de gestion du trackbar quand on veut changer la périodicité des échanges. Voilà, je suis allé vite, n'hésitez pas à le réécouter, à rentrer dans le détail, à manipuler surtout, parce que c'est en manipulant qu'on comprend, c'est en faisant des erreurs aussi qu'on comprend où étaient les astuces. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà, je montre juste, voilà, je fais F5. Alors évidemment, c'est l'effet démo. Alors, file close all. Close. Je vais le relancer. Voilà, peut-être qu'il faut faire une clean. Voilà, et si je refais F5, voilà, donc ça fonctionne. Quand vous travaillerez comme ça en debug, vérifiez bien que dans la partie bin debug, voilà, c'est là que vous avez donc l'exécutable. Application, où est-ce qu'il est? Alors, c'est l'application, voilà, c'est l'application. Il faut dans le même dossier adresse IP et EasyModBus DLL. Typiquement, si vous voulez modifier l'adresse IP, mettre, je vais dire une bêtise, mais 193.169, je sauvegarde, je relance. Voilà, 193.169. Encore une fois, on peut le modifier directement ici. Voilà, et si je reviens, donc 192.168, enregistré, et je le relance. Voilà. Voilà, on a fait le tour. Je vous ai montré toutes les choses à surveiller au cas où. Voilà. Alors, avons-nous d'autres points à voir? Voilà, on a vu le programme Visual Studio. Comme je vous disais, je n'ai pas prétention à vous former au Visual Studio. Il nous faudrait quelques jours, quelques semaines.
C'est un programme minimaliste, donc vous l'adapterez à vos besoins, vous supprimerez, vous rajouterez, etc. Et comme je vous l'ai dit, les deux livrables sont ceux-ci. Le premier, c'est uniquement l'exécutable, l'ADLL et le fichier texte de l'adresse IP. Le deuxième, c'est le projet... Pardon. Le premier, c'est le projet complet Visual Studio. Le deuxième, ça n'est que l'exécutable, l'ADLL, le fichier texte de l'adresse IP et le projet Machine Expert V2.0 pour un serveur Modbus TCP sur un LMC Pro. Nous sommes arrivés au bout de cette présentation, un petit peu longue, mais voilà, très, très détaillée. Je vous remercie.